Elle était juste assise sur son porche, tranquille, occupée à ses propres affaires, sans rien demander à personne. Mais quand deux officiers se présentèrent et tentèrent de transformer sa vie en scène de crime, il ne savait pas qu'il mettait les pieds dans quelque chose de bien plus grand qu'une intervention de routine. Car ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était Louise. Ce qu'il pensait être une arrestation facile allait secouer toute la ville. Ce qui suivit fut une histoire d'assomption, de pouvoir et d'une dignité qui ne fléchissait pas sous la pression. Dans la petite ville de Meadowville, en Géorgie, le temps semblait s'être figé. Les arbres murmuraient encore des histoires centenaires, et les trottoirs craquelés parlaient des familles qui avaient vécu là pendant des générations. Au bout de Maple Street, derrière des rangées de maisons coloniales fraîchement repeintes, se tenait une vieille maison à volets écaillés. Pour les nouveaux venus, ce n'était qu'une ruine de plus. Pour Louise, c'était tout. À 76 ans, avec ses cheveux argentés soigneusement relevés et ses yeux où se lisait l'histoire, elle avait vu Meadowville changer. Avant, c'était un quartier noir, solidaire et fier. Maintenant, les anciens voisins avaient disparu, remplacés par des familles qui baissaient les yeux ou changeaient de trottoir quand elles la croisaient. Louise n'était pas amère. Elle était fatiguée, mais elle était encore là, arrosant ses rosiers, balayant son porche, existant. Ce soir-là, alors que la chaleur était étouffante, Louise se balançait doucement dans son rocking chair. Sa tasse de thé à la camomille à la main, elle regardait le soleil se coucher. Lindsay Parker, membre du conseil du quartier, promenait son petit chien en la fixant d'un regard méfiant. Quand Louise la vit saisir son téléphone, elle sut. Quelques minutes plus tard, deux shérifs, Troy Consinked et Jacob Miller, arrivèrent. Le bruit de leur voiture de patrouille déchira le calme de la rue. Ils montèrent sur son porche, lourd, autoritaire. Louise resta assise, droite, les mains posées sur les accoudoirs. Miller parla en premier, d'un ton forcément respectueux. « Madame, puis-je vous demander ce que vous faites ici ?» Consinked était moins patient. Il voulait des réponses, tout de suite. Louise leva les yeux calmement. « Je suis assise sur mon porche depuis le début de l'après-midi. » Mais ils n'étaient pas venus pour écouter. Ils étaient venus pour confirmer leurs soupçons. Consinked s'approcha, menaçant. « Nous avons reçu un appel. Une femme regardant dans les fenêtres. Vous correspondez à la description. » Louise ne broncha pas. « Je n'ai quitté ce porche que pour aller chercher une autre tasse de thé. » Cela n'importait pas. Consinked posa la main près de son arme, un geste subtil, mais lourd de menace. Il proposa l'option facile, venir avec eux pour vérification. Sinon, il l'arrêterait pour obstruction. Louise, d'une voix ferme, répondit qu'elle ne bougerait pas. Si on voulait l'arrêter, il faudrait la forcer. Le ton monta, les voisins commencèrent à sortir. Certains filmaient discrètement. Juste au moment où Consinked fit un pas de plus, prête à agir, un vrombissement sourd coupa la scène. Une lourde SUV noire s'arrêta devant la maison. Un homme descendit, grand, sa uniforme bleu marine impeccable. Gabriel, son fils, commandant du bureau de la sécurité intérieure. Gabriel s'approcha d'un pas calme, mais déterminé. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix tranchante. Consinked tenta de garder contenance. « C'est une affaire policière, monsieur. Veuillez reculer. » Gabriel ne cilla pas. Il sortit son insigne. Les officiers bléchirent. Elle était juste assise sur son porche, tranquille, continuant de s'occuper de ses affaires, quand tout bascula. Deux agents, inconnus d'elle, étaient sortis de leur voiture de patrouille, leurs pas lourds sur le gravier, leur regard méfiant déjà fixé sur elle, comme si elle était une menace. Louise ne bougea pas. Elle croisa simplement ses mains sur ses genoux, les yeux clairs et lucides. « Madame, nous avons reçu un appel au 911, signalant une activité suspecte ici, » déclara l'un d'eux, le plus jeune, avec un ton hésitant qui trahissait son malaise. Louise haussa légèrement les sourcils. « Activité suspecte ? Sur mon propre porche ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. L'officier le plus âgé, Consinked, avança d'un pas. « Nous avons besoin de voir une pièce d'identité. » Elle resta immobile. « Je vis ici depuis 53 ans. Mes enfants ont grandi sur ce même porche. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis. » Le plus jeune échangea un regard nerveux avec Consinked, qui posa la main sur ses menottes. Un frisson glacé parcourut l'air brûlant de l'après-midi.
C'est à ce moment-là que Gabriel surgit, sa voiture freinant brusquement devant la maison. Il sortit d'un bond, son visage durci par une colère froide. « Cette femme, dit-il en désignant Louise, est ma mère. Elle vit ici depuis plus de 50 ans. Expliquez-moi exactement de quoi vous l'accusez. » Les mots tombèrent comme des pierres. Consinquette bafouilla quelque chose à propos d'un appel au 911. Gabriel ne le laissa pas finir. « Basé sur un appel vague, vous menacez d'arrêter une vieille femme sur son propre porche ?» Les voisins, alertés par les voix, sortaient de leur maison, téléphone levé. D'autres filmaient déjà. Chaque seconde transformait la scène en preuve. Gabriel, sans élever la voix, exigea les numéros de badge, les images des caméras embarquées, et qu'un rapport soit déposé immédiatement. Les officiers, sentant la marée tourner contre eux, reculèrent maladroitement et se retirèrent sous les regards lourds du voisinage. Gabriel s'agenouilla devant sa mère. « Ça va, maman ?» Elle hocha doucement la tête. Maintenant, oui. Elle était fatiguée, mais digne. Et Gabriel, sentant l'adrénaline courir sous sa peau, resta près d'elle, la main serrée sur son genou, comme s'il pouvait lui transmettre toute la force qu'il avait accumulée au fil des années. Ce soir-là, Gabriel appela directement le shérif en personne. Sa voix était une lame froide. « Suspendez-les, dit-il sans préambule, avant que cela n'arrive aux médias. » Mais il était déjà trop tard. Les vidéos circulaient déjà en ligne. Le visage impassible de Louise, les gestes hésitants des agents, les murmures indignés des voisins, tout avait été capté, partagé, relayé. En quelques heures, Justice for Louise était en tendance nationale. Le lendemain, Louise reçut des dizaines d'appels, des messages, même des lettres manuscrites déposées sur son porche. Certains pour s'excuser de leur silence passé. D'autres pour la remercier d'avoir tenu bon. Un bouquet de fleurs, accompagné d'une simple note marquée « Pardon », fit pleurer Louise pour la première fois depuis longtemps. Une conférence de presse fut convoquée. Le shérif, sous pression, admit publiquement l'erreur. Gabriel, debout à ses côtés, déclara d'une voix ferme « Ma mère n'avait pas à prouver qu'elle appartenait à son propre quartier. Personne ne devrait jamais avoir à le faire. » Les journalistes griffonnaient frénétiquement, capturant chaque mot, chaque image. Ce soir-là, sur le porche, alors que la nuit tombait doucement, Gabriel et Louise sirotaient un thé, écoutant les grillons. « Je suis fière de toi, » murmura-t-il. Elle posa sa main sur la sienne. « Tu as appris de moi, » dit-elle simplement. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Une semaine plus tard, une réunion communautaire fut organisée dans l'école du quartier. Louise n'avait pas envie d'y aller. Elle savait que beaucoup des visages qu'elle verrait ce soir-là avaient jadis détourné le regard lorsqu'elle en avait eu besoin. Mais Gabriel insista doucement. Dans la salle, les chaises grinçaient sous le poids des attentes et des regrets. Lindsay Parker, une voisine autrefois distante, se leva la première, ses mains tremblantes. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix brisée. « Nous avons laissé la peur guider nos cœurs. Nous avons échoué. » Quand ce fut au tour de Louise, elle se leva lentement. Chaque pas résonnait dans la pièce. « La peur n'est pas une excuse, » dit-elle. « Le confort n'est pas une excuse. Si vous voulez une communauté, vous devez y appartenir, tous, sans exception. » Sa voix était calme, mais implacable, et chaque mot semblait écorcher surface du silence pesant de la salle. Elle pardonna à Lindsay, mais ajouta « Je me souviendrai. » Un frisson traversa la pièce. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse, une exigence de mémoire. En rentrant chez elle ce soir-là, Gabriel demanda « Penses-tu que ça changera quelque chose ?» Louise répondit « Comprendre est un début. Changer est une lutte. » Il acquiesça, conscient que le chemin serait long, semé d'embûches et de résistances. Pourtant, quelque chose avait bougé. Les jours suivants, on vit des enfants de différentes familles jouer ensemble dans la rue, des voisins autrefois silencieux échanger des sourires, des conversations, des invitations. Les barrières invisibles, bien que toujours présentes, semblaient s'effriter, lentement. Mais tout bascula à nouveau quand, 3 semaines plus tard, une autre injustice frappa. Cette fois, c'était un jeune garçon, Marcus, arrêté brutalement dans le quartier pour avoir simplement couru après son ballon. Il n'avait que 9 ans. La communauté, galvanisée par l'exemple de Louise, se leva cette fois sans hésitation. Manifestations, pétitions, rencontres avec les autorités. Louise,
malgré son âge, prit la parole devant l'hôtel de ville. Chaque enfant, chaque mère, chaque père a droit à la sécurité, pas à la suspicion, déclara-t-elle. Son discours fut relayé partout. Elle devint sans le vouloir une figure, un symbole. Mais cette soudaine notoriété attira aussi des regards sombres. Un soir, en rentrant du marché, Louise trouva son Porsche vandalisé. Un message peint en rouge sur le bois « Reste à ta place ». Gabriel accourut, furieux, prêt à tout brûler. Mais Louise, calme comme toujours, nettoya elle-même le Porsche, brossant chaque lettre avec une lenteur méthodique. « Je reste à ma place », dit-elle en frottant. « Ma place est ici. » Et le lendemain, sans qu'elle le demande, des voisins vinrent repeindre tout son Porsche, nettoyant chaque trace, plantant des fleurs, réparant la clôture. Certains apportèrent des repas, d'autres juste leur présence. Assis sur son Porsche retrouvé, une tasse de thé entre les mains, Louise regarda le soleil se coucher lentement. Gabriel, à ses côtés, lui demanda « Veux-tu te battre encore longtemps, maman ?» Elle sourit, fatiguée mais invincible. « Autant qu'il faudra, » répondit-elle. Et cette nuit-là, sous un ciel étoilé, dans un quartier qui commençait à peine à comprendre sa propre histoire, une vieille femme leva sa tasse et murmura « À la résistance tranquille, et à ceux qui apprennent enfin à voir. »